À l'époque, et je me souviens même à l'école en fait, on nous amenait pas à rêver, à être ambitieux, à se dire tiens, c'est faisable en fait. C'est faisable, voilà. Et j'avais des souvenirs de copains de classe qui ont été orientés très tôt dans des filières professionnelles et autres, alors que en fait, ils avaient le potentiel et je pense qu'on a tous le potentiel. Maintenant, il faut parfois rencontrer la bonne personne qui nous donne confiance, qui nous donne envie de nous dépasser. Et en fait, c'est ça que j'avais pas rencontré. Et je me suis dit, mince, pourquoi moi, j'aurais pas le droit aussi ? Et j'avais l'impression que c'était aussi lunaire que de devenir justement cosmonaute ou président de la République. Et pourtant, j'avais l'impression que c'était à portée de main. Et quelque part, au fond de moi, j'ai toujours eu ma petite voix qui me disait, mais en fait, Zaya, tu arriveras et tu seras chef d'orchestre. Mais bon, il a fallu passer plusieurs étapes après. J'ai 2 messages très clairs. C'est il faut se faire confiance et il faut travailler. C'est peut-être facile comme ça d'entendre ça, mais je pense que moi, j'ai jamais douté que je serais capable. Même si on m'a... Alors ça, je suis quand même passée par des moments où j'ai aussi forcément douté de moi, mais au fond de moi, je me suis toujours dit, Zaya, t'as les ressources et vraiment de se faire confiance, ça c'est super important. Et par contre, il y a rien sans rien. Je trouve que c'est important de montrer aussi aux jeunes qu'on peut y arriver, mais par contre, le sens de l'effort, et c'est quelque chose qu'il faut cultiver très tôt. Moi, je sais clairement que si je m'étais appelée Martine, la vie, elle aurait été plus simple. Ça, je le sais. Mais en même temps, moi, je suis tellement fière de mes origines. Je suis en fait la belle rencontre entre ces 2 cultures européennes, d'Afrique du Nord. Donc, pour rien au monde, je voudrais changer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Soyez les bienvenus. Mon invitée est l'une des rares femmes dans le milieu très masculin des chefs d'orchestre. Tombée dans la musique quand elle était petite, elle se donne très tôt pour objectif de devenir chef d'orchestre. Rabaissée à cause de son genre et de ses origines, c'est malgré tout mission accomplie, et ce, dès ses 20 ans, avec un engagement pour les autres, toujours chevillé au corps. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous partager les temps forts de la partition de sa vie. Bonjour, Zaya Ziwani. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va, merci Alexandre, merci beaucoup et merci de ton invitation. Ah, mais c'est un plaisir de t'avoir. Je t'ai vu la première fois il y a 8 ans de ça. Oui. J'ai eu la chance à l'époque, je dirigeais un comité, j'ai à l'époque parce que c'était au tout début de cette candidature, on était en ce moment en phase de candidature des Jeux Olympiques. Tout à fait. Tu te souviens, je présidais un comité qui s'appelait Sport et Société. Exactement, donc, on était là à travailler dur pour essayer de trouver quel avait été le présent et le futur des Jeux Olympiques et à travers la candidature de Paris à l'époque, on devait travailler sur beaucoup d'idées qu'on devait les présenter aussi pour à l'époque gagner les Jeux Olympiques. Exactement. On n'avait pas encore gagné à l'époque. Et j'avais la chance de t'avoir, on était une trentaine, et tu étais là évidemment pour représenter la culture, pour représenter aussi tout ce qui se passe en dehors du périphérique. Et toi, on sait à quel point c'est important. Et ces Jeux Olympiques de Paris, on le sait, sont des Jeux qui étaient très marqués, en particulier dans le 9-3, un département que tu connais bien, le 93. Oui, tout à fait. Et donc, tu étais là, et c'est la première fois que je t'ai vu, que je t'ai rencontré. Et tu avais déjà ce sourire. Oui, c'est vrai. En fait, parce que moi, je suis contente de faire tout ce que je fais. Je suis d'une nature plutôt assez enthousiaste. Et c'est vrai que moi, j'étais très emballée quand on s'est rencontrés dans ce comité sport et société parce que on n'était pas encore sûr d'avoir les Jeux et pour moi c'était important déjà d'avoir des Jeux Olympiques dans sa ville, dans son pays, c'est une fois dans une vie, et puis de dire que c'était important aussi de construire des Jeux comme on avait envie qu'ils soient, et en effet qu'ils puissent fédérer aussi des publics assez différents et qu'ils soient inclusifs. Et bon, je pense qu'on a eu raison à l'époque d'y croire, puisque c'est notre partie à nous qui, mine de rien, a été aussi assez forte, je trouve, maintenant qu'on a vécu ces Jeux, sur justement tout ce sujet entre l'égalité des territoires, des femmes, des hommes, l'inclusion, et surtout la partie héritage, qui est une grosse partie des sujets qu'on a traités. Alors, ce qui est génial aussi, c'est que 9 ans après notre première rencontre, je te retrouve indirectement. Je suis tranquillement dans ce magnifique stade. Et là, on démarre sur une Marseillaise exceptionnelle, un moment suspendu. Tous ceux qui ont écouté ou regardé cette cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, il y a eu Zaya qui était là, la maestro, la chef d'orchestre, avec ton orchestre, Divertimento, qui était là. Et tu nous as dirigé une Marseillaise de dingue.
maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est un super moment, même si je l'ai vécu comme un super moment le jour J. Pour moi, c'était en fait surtout l'aboutissement aussi d'un long cheminement, parce que c'est vrai qu'on a travaillé ensemble dans ce comité sport et société. Et pour moi, c'était important par aussi mon engagement, d'être impliqué dans la construction de ces Jeux Olympiques de Paris. Mais je savais qu'à un moment donné aussi, ça serait une grande fête et qu'il fallait qu'artistiquement, on puisse aussi vivre ce moment. Et je trouve que la singularité aussi de ces Jeux Paris 2024, c'est que la culture a été très présente, que ce soit d'ailleurs dans les lieux patrimoniaux où se sont déroulés les épreuves, mais aussi sur la place de la culture. Et je trouve que c'est aussi une forte singularité, identité de la France. Et je m'étais dit, moi, il faut que aussi on y soit, et notamment sur ce territoire de la Seine-Saint-Denis, où nous, on est présents depuis 25 ans avec Divertimento. Ce qui est assez rare, on en parlera rapidement, une femme chef d'orchestre, une chef maestro. Moi, j'en ai pas vu quand même énormément dans mon existence, peut-être une ou deux, mais enfin, c'est quoi? C'est 5% des chefs d'orchestre aujourd'hui sont des femmes? En effet, dans les dernières études qui ont été faites par la SACD, il y a un pourcentage de 4% des chefs d'orchestre qui sont des femmes. Donc, on est encore dans un pourcentage qui est quand même très, très faible et qui montre qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire dans notre univers. Est-ce qu'on peut légiférer? Moi, je crois beaucoup aux lois pour imposer quand le monde ne veut pas changer, la loi Copé-Zimmermann aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait avoir une loi Copé-Zimmermann pour que les femmes puissent avoir une position à l'égal des hommes? Ou est-ce qu'il n'y a pas de raison? Il n'y a pas aucune raison pour qu'il y ait moins de chefs 2FE? Non, il n'y a pas de raison. Alors c'est vrai que notre univers, celui de la musique symphonique, c'est un univers qui par tradition a été très masculin pendant de nombreuses années. Si on regarde des images d'archives des orchestres dans les années 50, 60, 70, on verra que des hommes dans les orchestres nationaux. Ça a mis beaucoup de temps pour que les femmes intègrent des orchestres. Donc c'est vrai que la personne qui représente l'autorité... Pourquoi ? Parce que, tout simplement, à une époque, c'était même interdit. Il y a des orchestres en Europe où, dans les statuts, il y a encore 25 ans, ils interdisaient les femmes et les étrangers, par exemple. Donc, c'est pour dire que c'est un univers qui a mis du temps à s'ouvrir d'une façon générale, et notamment à la présence des femmes. Et pourquoi ? Parce que, pour les mêmes raisons que les femmes ont mis plus de temps à avoir accès au droit de vote et à ouvrir un compte en banque. Là, on est après la Seconde Guerre mondiale. Quand oui, même. c'est vrai. Tu me parles des années 80, c'est la fin des années, milieu des 40. Oui. Donc, je pense qu'on a eu toujours beaucoup de retard. Mais 4% d'une profession, il n'a pas... Donne-moi une autre profession, tu as 4%. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Moi, je suis assez d'accord que légiférer, ça peut être aussi une bonne solution, parce qu'on l'a vu que dans d'autres domaines, ça permet de faire beaucoup avancer les sujets. Et qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je sais que au Conservatoire de Paris, ils ont mis énormément de temps avant d'accueillir les premières femmes dans les cours de direction d'orchestre. Et être chef d'orchestre, ça s'apprend. C'est un métier qui est très exigeant. Il faut avoir beaucoup de connaissances dans des domaines très différents, que ce soit l'analyse, l'orchestration, l'histoire de l'art. Parce que quand on dirige une œuvre, il faut savoir de quoi on parle et dans quel contexte ça a été composé. Et donc, avant de pouvoir déjà même se retrouver devant un orchestre, c'était déjà très difficile d'accéder à la formation. Et moi, quelque part, j'ai un parcours aussi très atypique parce que j'ai tenté ma chance au Conservatoire de Paris. Je ne suis pas rentrée, mais à l'époque, ils avaient encore accueilli aucune femme dans leur classe. Donc, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des femmes chefs d'orchestre si déjà on ne les forme pas. Donc déjà, ça commence par là, où il faut aussi un petit peu bousculer. Et on a peu de classes de direction d'orchestre en France. Et dans ces quelques classes, pendant très longtemps, on n'accueillait pas du tout de femmes. Donc déjà, ça vient de là. Et puis même après, aujourd'hui, on est quelques femmes aujourd'hui à diriger en France. Sauf qu'on ne nous donne pas forcément accès à des grands orchestres nationaux. Et que les quelques femmes que nous sommes aujourd'hui, on a toutes dû créer nos propres orchestres pour exister. Donc légiférer, il y a que ça à faire. Tout à fait. Il faudrait que ces grands orchestres nationaux, il y ait un roulement, qu'il y ait une obligation. Enfin, il n'y a pas d'autre choix. Sinon, je suis ravi, on parlera de divertimento, parce que je sais que c'est important, comme moi, je dis divertimento, et en fait, non, c'est divertimento. Tu disais une chose aussi qui m'a choqué quand je l'ai entendu venant de toi, en disant, quand j'ai commencé à diriger, les hommes, qui avaient, pour certains, vu ça, pas forcément d'un très bon œil, quand tu les dirigeais, jouaient mal. En tout cas, jouaient pas aussi bien que ceux qu'ils auraient pu jouer. Plus rapidement, moins rapidement. Donc, ils te mettaient dans une position... Oui, c'est vrai. Ça m'est arrivé beaucoup, ouais. Tu dis en plus, c'est pas une fois, c'est dingue. Non, beaucoup. Et puis, parce qu'en fait, c'est comme dans notre société où parfois... la société par une femme, c'est... Exactement, ne sont pas prêtes à avoir une femme... on n'a pas eu encore de femme présidente de la République, par exemple. Alors, aux États-Unis non plus. Aux États-Unis non plus. Donc, on se rend compte qu'il y a encore parfois des résistances et que le pouvoir, l'autorité, c'est parfois plus difficile à admettre quand c'est une femme qui tient ça.
Et donc voilà, donc moi j'ai en effet rencontré des orchestres qui n'avaient pas envie de jouer ou qui n'étaient pas du tout coopératifs et qui m'ont souvent aussi beaucoup testé. Et il faut arriver à être fort dans ses baskets, comme on dit, et puis bien dans ses baskets, fort dans son positionnement. Et puis moi, j'ai jamais lâché, même si parfois c'était très dur, j'ai jamais lâché pour amener justement un orchestre vers les directions artistiques que je voulais. Et parfois, ça s'est bien passé, d'autres fois moins bien, mais ça m'a forgé aussi une expérience. Zaya, on a ici un principe, c'est qu'on aime bien avoir pour toutes nos invités, c'est d'avoir des gens qui aiment l'invité ou qui ont une relation particulière à l'invité et qui vont poser une question, ce qu'on appelle la pause amicale. On va commencer, on a plusieurs personnes qui ont eu la gentillesse et l'envie de te poser une question. On va commencer par la première pause amicale. On l'écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de pouvoir poser une question à Zaya. Je suis Mehdi, son frère. Et moi qui travaille dans le milieu du sport, je souhaiterais lui poser une question concernant la similitude qu'il y a forcément entre le milieu de la musique classique et le milieu du sport. Est-ce que tu as déjà tiré justement des leçons du monde du sport ou est-ce que ça t'a déjà influencé dans ta manière de diriger l'orchestre? Merci à tous et bonne écoute. Ah bah super, bah écoute, bien, ton petit frère Mehdi. Mon petit frère Mehdi, ouais, alors bon, qui est bien plus grand que moi en taille, mais qui est un petit peu plus jeune en effet, et qui lui évolue dans le monde du sport justement. Et on a eu la chance vraiment d'avoir des parents qui ont été super exigeants avec nous, ça c'est sûr, et c'est vrai qu'ils étaient attentifs à ce qu'on fasse les choses jusqu'au bout, mais qui nous ont fait confiance. Et c'est vrai qu'avec ma sœur Fetouma, nous on a évolué dans la musique. Sœur jumelle, hein? Ouais, ma sœur jumelle, tout à fait, et Mehdi dans le sport. Et oui, en effet, le sport m'a beaucoup inspiré dans ma façon déjà de concevoir des programmes musicaux et ma façon de diriger. En fait, je trouve qu'un chef d'orchestre, c'est exactement comme un coach d'une équipe de foot ou d'une équipe d'un sport collectif, quel qu'il soit. C'est que il faut arriver justement à fédérer. Alors, on a plein d'individualités et d'arriver à savoir quelles sont les individualités qu'il faut mettre en valeur à certains moments, à quel moment ça va être plutôt le groupe qu'on va privilégier. Et moi, ce que je trouve fort et que j'adore vivre dans le monde du sport, c'est quand tu vas au stade, tu ressens des émotions parce que sur le moment, c'est très différent de quand tu regardes devant la télé. Et le sport, il a cette capacité à fédérer des gens très différents, à procurer des émotions. Et moi, je me suis toujours dit que quand quelqu'un venait au concert, il faut que ça soit exactement aussi la même chose. C'est-à-dire, moi, j'ai envie que dans une salle de concert, je puisse fédérer des publics qui soient aussi diversifiés que ce que tu peux retrouver dans un stade, diversifiés dans socialement, culturellement parlant, dans les générations. Et donc ça, j'ai toujours ça en tête parce que c'est facile aussi un peu de t'installer dans ta zone de confort et de te dire, tiens, je veux jouer que à la Philharmonie, à l'opéra, les grandes scènes internationale. Non, en fait, il faut aussi garder le contact avec tous les territoires et c'est pour ça que le projet de l'Orchestre Divertimento, il a aussi cette singularité d'être présent en milieu rural, en milieu urbain, d'aller en milieu carcéral. Et donc, voilà. Donc, déjà, le sport, moi, il m'inspire aussi pour ça, pour cette capacité à fédérer. Et puis, voilà. Puis, les valeurs du sport, on les retrouve aussi dans la musique. Et si on regarde une équipe de foot ou de rugby, c'est exactement le même fonctionnement que dans un orchestre. Et donc, des fois, quand j'arrive pas à trouver la solution, je me dis, tiens, dans quel autre domaine, celui de l'entreprise ou plus du sport, et c'est parfois, je trouve certaines clés. Merci, Mehdi, pour la question pour la grande sœur. On va justement parler de la famille un petit peu, là où tout commence. La famille Ziwani, qui, donc, toi, tu grandis à Pantin, tu nais à Paris, tu grandis à Pantin, donc on a parlé déjà de ton petit cercle familial, on a parlé de ta sœur jumelle, Fetouma, de ton petit frère Mehdi. Tes deux parents, qui sont tous les deux d'origine algérienne, ils se rencontrent en France. Oui, tout à fait. Et ils sont, et ce qui est quand même assez incroyable, eux-mêmes faire une musique, alors tu pourrais me dire oui, mais déjà de musique classique. Donc, important pour tous les parents qui nous regardent et nous écoutent, mais les enfants, on sait très bien que ce que nos parents peuvent nous donner et ce qu'on peut donner à nos enfants va certainement avoir un impact à un moment ou à un autre dans leur direction. Vous, c'est frappant, en particulier quand on voit Fetouma qui est violoncelliste, toi qui es chef d'orchestre. Pour quelqu'un qui ne parle pas français, on parle de ton papa, qui arrive en France, qui est commis, qui travaille dans des restaurants, qui apprend en lisant Le Monde. Comment t'expliques que ça soit la musique classique? Comment ça s'aligne à ce point-là?
En fait, je crois que mon père, c'est quelqu'un qui est d'une nature très curieuse et puis aussi qui est assez perfectionniste. Donc, alors lui, il avait appris à parler français en Algérie parce que comme il savait qu'il voulait venir en France, il voulait justement maîtriser parfaitement la langue. Et mon père, il parle un français hyper académique, très beau. Tu sais pas qu'il est pas français. Qu'il est kabyle. Qu'il est kabyle, exactement. Et en même temps, lui, c'est vrai que quand il est venu en France, il s'est dit, moi, j'envisage de faire ma vie ici, donc je veux mieux connaître la culture de ce pays dans lequel je vais élever mes enfants. Et donc, il a beaucoup lu Le Monde. C'est un féru d'histoire, donc il lisait beaucoup de livres d'histoire. Et il s'est mis à écouter France Culture, parce que justement, c'était des émissions d'histoire qu'il aimait bien. Et donc, il y avait aussi de la musique classique qui passait. Et il a découvert cette musique qui l'a beaucoup touché. Et c'est comme ça que ma mère aussi, qui était d'une nature assez curieuse. Alors mes parents, ils se sont rencontrés en France, en Algérie, parce qu'ils se voyaient avant de s'installer définitivement ici. Et ma mère, elle adorait la danse, elle adorait l'opéra aussi, elle adorait la littérature. Et donc je pense que c'est ça aussi qui les a réunis, c'est cette curiosité, cette ouverture sur les arts. Et donc depuis qu'on est petit, je crois que je me souviens pas la première fois que j'écoutais de la musique, tellement ça fait partie de notre vie en fait. On va s'arrêter 2 minutes sur l'Algérie, oui. Qui est un pays évidemment que tu aimes, oui. Et c'est normal, les origines sont de là-bas. Toi, il y a eu évidemment ta grand-mère, il y a eu un moment où tu as dû arrêter d'y aller, ce que tu dis assez justement, parce que en gros, tes proches disaient ne venez pas, on parle des années 90, les années de plomb, de fer, de beaucoup de choses, et puis après, ça s'est réouvert. Et donc, évidemment, tu parlais avant cette période-là, tu te souviens des années 80, quand tu y allais une fois par an, une fois tous les 2 ans, c'est ça. Et que tu allais là-bas et que, voilà, parfois c'était un peu forcé, mais... Et puis, après ça, maintenant, c'est un plaisir, c'est pour toi quelque chose d'important. Parle-nous, ce qui m'importe, c'est, surtout pour les gens qui sont également une double culture, qui sont françaises et français, nés sur le sol français, même s'il y a des gens qui ne sont pas contents de ça, ça reste des Français nés sur le sol français, mais qui ont justement cette histoire avec un pays, que ce soit l'Algérie, que ce soit tout un tas d'autres pays dans le monde. Comment toi tu te positionnes? Qu'est-ce que tu leur dis justement de cet amour, de cette capacité de ne pas siffler la Marseillaise d'un côté et justement l'encenser comme toi tu l'as fait, et en même temps aimer ce pourquoi où étaient nos aïeux et nos générations d'avant? En fait, moi j'ai cette chance d'avoir cette double culture. Alors c'est vrai que c'est pas toujours simple parce que moi je le vois quand je suis en France, souvent on me renvoie un petit peu à ça en disant alors que je suis souvent envoyée à l'international pour représenter la France à l'étranger, et quand je suis en France on me dit la franco-algérienne ou l'algérienne. Quand je suis en Algérie, on me rappelle que je suis aussi née en France. Donc, moi je suis très à l'aise avec ça et j'ai mes deux cultures. Et j'ai grandi en France, je vis en France et je suis née en France, donc il n'y a pas de sujet avec ça. Et mes origines, j'en suis aussi très fière. Et c'est vrai que quand moi j'étais jeune, j'ai découvert ce pays dans le cadre familial, puisqu'on y allait tous les ans voir la famille, les grands-parents. Et après, pendant les années 90, ça a été la période de mon adolescence, au moment où tu te construis. Et c'est vrai que c'est pas facile de se construire. Déjà dans un département où on te renvoie sans cesse que ta vie elle va être dure parce que tu habites dans la Seine-Saint-Denis, parce que tu vas être au chômage clairement, parce que justement tu t'appelles Zaya, et sans en même temps aller en Algérie parce que tu sais que tu peux pas y aller parce que c'est la guerre là-bas, et c'est vrai que moi je me suis un peu réfugiée dans les études, dans la musique, parce que c'est ce qui me rassurait, et c'est vrai que moi j'avais envie de réussir, et j'avais vraiment peur de cette idée du chômage, de la pauvreté, de la misère, parce que c'est aussi beaucoup ce qu'on nous renvoyait comme image, en fait. Et tes parents, tu parlais tout à l'heure, je sais que tes parents ont été très derrière vous trois. Oui. Est-ce que c'est justement parce qu'ils savaient que ça allait être dur? Ils vous poussaient à toujours faire plus, à être studieuse, à faire tout bien. Est-ce que tu pensais que derrière ça, même s'ils ne l'évoquaient pas devant vous, tu pensais qu'ils disaient juste c'est tellement compliqué que si tu fais pas un peu plus que les autres, clairement, puis même il l'évoquait clairement aussi, en me disant que c'est vrai que ça serait difficile. Puis quand ils sont venus dans la fin des années 70-80, il y avait clairement aussi des moments où on était dans une société qui était quand même aussi parfois assez raciste, assez dure avec les gens qui venaient de... Ça a changé.
Bah, ça a changé. Tu me dis, moi, j'ai pas l'impression qu'elle ait suffisamment changé. Non, c'est vrai qu'elle a. Non, mais en fait, il y a des moments où tu as raison, elle a peut-être pas beaucoup changé. Pas assez changé. Pas assez changé. Et mes parents, en tout cas, ils y ont été vraiment confrontés. Bien sûr. Et ça les a beaucoup marqués. Et moi, ça m'a marqué de les voir marqués à ce point aussi. Ouais. Et donc, c'est vrai que mon père m'a toujours dit, Zaya, certainement, tu seras dans des univers où on ne t'attendra pas. Donc, il faut que tu travailles. Certainement que tu travailleras 2 fois plus, voire 10 fois plus que les autres. Donc, en fait, oui, on a toujours été élevés dans ce sujet de l'exigence, de l'excellence, parce que mon père savait que c'était la seule façon pour nous, et ma mère aussi d'ailleurs, de réussir en fait. Je pense que tu en as aussi des amis qui francisent leur prénom. Oui, je vois très bien. Qu'est-ce que tu dis ? Tu dis, c'est une manière de faire ? En gros, si tu t'appelais pas Zaya, mais si tu t'es appelée Françoise, est-ce que ça aurait été plus simple sur un moment ? Est-ce que toi, tu conseilles ça parfois ? Tu dis non, il faut aller. On a une discussion il n'y a pas très longtemps avec Alice Belaïdi, oui. Cette artiste, cette actrice, qui justement, elle, qui a des origines également multi-pays, mais qui s'appelait Alice. Oui, tout à fait. Donc un peu plus simple certainement. On a eu cette discussion-là. Toi, comment tu le vis ça ? Bah, je le vis. Moi, je sais clairement que si je m'étais appelée Martine, la vie elle aurait été plus simple. Ça, je le sais. Mais en même temps, moi, je suis tellement fière de mes origines. Et pour revenir un peu à ta question précédente, c'est que moi, je suis hyper fière de mes origines et je suis en fait la belle rencontre entre ces 2 cultures européenne, d'Afrique du Nord. Donc pour rien au monde, je voudrais changer. Et aujourd'hui, moi-même qui ai une fille, je l'ai prénommée Sarah. Alors Sarah, c'est un prénom qui est international. Oui, c'est pas mal ça. Tu peux aller partout là. Mais en même temps, voilà, je l'ai emmené plein de fois en Algérie. Je lui rappelle sans cesse aussi ses origines et l'important. Alors moi, malheureusement, je parle pas très bien l'arabe, mais parce que là, c'est la même chose. Oui. Tes parents ont dit pour l'intégration, c'est toujours le même sujet qu'il y avait à l'époque d'intégration. Ouais, d'intégration. Alors c'est vrai que malheureusement, bon, eux, ils ont été beaucoup influencés par des médecins, cette période-là, des enseignants qui disaient que c'était important de parler français à la maison. Donc bon, c'est vrai que moi, je comprends l'arabe parce que j'entendais mes parents parler. Quand j'allais en Algérie, j'entendais ma grand-mère. Et puis bon, après, le fait d'y aller aussi beaucoup à titre professionnel, et c'est ça qui m'a aussi permis de mieux me sentir, de mieux me construire, c'est que en fait, quand au début des années 2000, le pays s'est réouvert, c'est au moment où moi je commençais un petit peu ma vie d'artiste professionnelle. Et donc j'y suis allée en jouant d'abord dans l'orchestre de l'Opéra d'Alger qui venait de réouvrir. Et assez rapidement, on m'a demandé de diriger l'Orchestre national d'Algérie. Et donc, moi, je suis pas née là-bas, j'ai pas grandi là-bas, mais c'était aussi ma façon à moi de contribuer un petit peu au développement culturel de ce pays. Et j'étais super fière de diriger cet orchestre national. Et c'est vrai que parfois, on a une vision qui est parfois assez aussi légitime de la condition des femmes dans les pays du monde arabe. Et en même temps, c'est peut-être un des rares orchestres, un des rares pays dans le monde, et encore plus dans les pays du monde arabe, avoir fait confiance à une femme de diriger un orchestre national. J'ai jamais vu une femme directrice musicale de l'Orchestre national de France, par exemple. Pas encore. Pas encore, tu vois. Et donc du coup, l'Algérie m'a fait confiance pour ça. Donc pendant 6 ans, j'ai dirigé l'Orchestre national d'Algérie. Et donc je continue à habiter à Paris parce que j'avais beaucoup de projets encore ici. Et je construisais Divertimento aussi. Mais je suis beaucoup allée là-bas et dirigé partout en Algérie. Et ça m'a permis aussi de mieux comprendre d'où je venais aussi. On revient à cette enfance, à Pantin, maman. Là, il y a un moment clé. On va passer sur ce moment clé. C'est quand il y a une place peut-être pour aller au conservatoire et que vous êtes 3. Parce que vous avez 3 dans la famille et que globalement, malheureusement, il n'y a qu'une place. Donc, c'est ni toi ni Fetouma qui avait la place, mais c'est ton petit frère. Oui. Mais il n'empêche, c'est ça qui est génial, c'est que ta maman passe du temps avec Mehdi pendant au cours. Oui, c'est ça. Et qu'après, en fait, tout ce qu'elle a, elle vous le passe. Toi, tu faisais de la guitare à l'époque, c'est ça ? Alors moi, pas encore. C'était même avant que je fasse de la guitare. T'as 8 ans, c'est ça ? Alors oui, c'était ça. Et en effet, naturellement, en fait, ma mère, elle allait pour d'abord nous inscrire, Fetouma et moi, puisqu'on était plus âgés toutes les deux. Et comme il y avait qu'une place, elle n'a pas voulu choisir entre toutes les deux, et ce que je comprends. Donc du coup, elle a inscrit mon frère. Non, on ne fait pas ça. Donc c'est mon frère qui a été inscrit en premier. Et donc en effet, ce qu'elle apprenait en cours avec mon frère, elle nous l'a transmis à la maison. Et c'est ce qui nous a permis, rapidement, en cours d'année, parce qu'il y a eu des désistements, de pouvoir ensuite intégrer le conservatoire et puis de continuer dans la lancée. Et je pense que nous, on avait tellement envie d'apprendre avec ma sœur qu'on a été très investis. Et c'est vrai que je dois beaucoup à notre maman. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup ensuite marqué. Et plus tard, quand j'ai décidé d'être artiste professionnel, j'ai toujours eu en tête
cet engagement de ma mère à nous transmettre ça et de me dire, moi, à mon tour, je veux aussi pouvoir transmettre. Et depuis le début que je fais ce métier de chef d'orchestre, et encore aujourd'hui, la transmission, c'est une place très importante dans mon métier. Ta fille? Oui. Tu la pousses comme ta maman t'a poussé? Moi, je sais, par exemple, j'aime ma maman d'amour, mais quelque chose où elle m'a pas poussé, c'est le solfège. Donc, oui. Je suis fan de piano, mais je sais pas jouer, de jazz, mais je sais pas jouer, ou très très mal. Mais tu vois, donc moi, je me dis aujourd'hui, il y a un moment ou un autre, et ça aussi, c'est un message pour les parents, que même si vos enfants disent non, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de le faire, ce que toi, ta maman dit, je veux pas savoir. Tu y vas quand même, tu le fais quand même. Il y a toujours des choses qu'on peut faire différemment. Toi, tu penses que tu seras comme ça avec Sarah? Moi, Sarah, elle a 10 ans, elle est déjà musicienne. Ça ne m'étonne pas. Oui, exactement. Et après, c'est vrai qu'elle joue du violoncelle, comme sa tata, parce qu'elle l'a vu beaucoup jouer quand elle était enfant et elle a eu envie de... plus petite, et elle a eu envie de faire cet instrument. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant que je me retrouve dans ce rôle de maman, je trouve que c'est pas facile de savoir à quel moment tu dois pousser ton enfant, puis à quel moment tu dois un peu lâcher pour que ça reste un plaisir. Et en même temps, je crois que ce qui est les grands enseignements du sport, de la musique, et on a beaucoup vu ça aussi dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est que en fait, on n'a rien sans l'effort, sans le travail. Et j'espère que tous les jeunes aujourd'hui vont aussi comprendre ça. Dans une société aujourd'hui, on est beaucoup sur les téléphones, dans une société de l'immédiateté. En fait, se faire plaisir, pour se faire plaisir, il faut progresser. Pour progresser, il faut travailler. Et ce sens de l'effort et du travail, je trouve que c'est assez difficile aujourd'hui de l'enseigner. Et moi, j'essaye de pousser ma fille un petit peu de temps en temps dans ses retranchements. Et en même temps, je veux aussi garder... Moi, j'ai des souvenirs de mon adolescence où, à des moments, j'ai un peu détesté ma mère, ma prof de guitare, de me forcer un peu à bosser. Parce que j'avais envie d'aller au cinéma avec mes copains, j'avais envie de jouer au foot. Moi, j'étais passionnée de foot, donc je jouais dans la cour de l'école et de ma cité au foot. Et de temps en temps, j'avais envie de faire ça, de jouer au tennis. Et au lieu de ça, j'étais à la maison en train de travailler ma guitare. Et en même temps, je dois dire que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de faire ce que je fais et de m'épanouir dans mon métier. Donc, ma fille, j'essaie de la pousser le plus possible et en même temps de garder la balance. Mais la balance allant quand même un peu plus vers certainement, un peu plus de travail. Un peu plus vers le travail, c'est sûr. Et puis, de toute façon, elle fera ce qu'elle voudra plus tard. Moi, ce que je veux juste, c'est que les beaux enseignements du sport et de la musique, c'est ce sens de l'effort et du plaisir. Et j'ai envie qu'elle découvre ça. Tu parles de transmission, tu parles d'enseignement. Un point que je voulais aborder avant de continuer ton parcours, justement, c'est ces enseignants. Là aussi, ici, très souvent, on met en avant, et c'est important, les gens qui dédient une partie très importante de leur vie à aider les autres, en particulier, là, on parle des professeurs, des enseignants. Toi, et moi, c'était le même cas, j'ai eu des enseignants exceptionnels, et puis d'autres plus compliqués, plus complexes, parfois certains durs, trop durs. Toi, tu as vécu ça. Je vais prendre 3 moments de ta vie, du très jeune. Là, on est en dernière année de maternelle. Et là, c'est un enseignant qui te choisit. Enfin, un enseignant de petite section, de grande section maternelle. Donc là, tout à fait. Et là, pour la première fois, qu'est-ce que tu fais? Je dirige la chorale de ma classe. La chorale de ta classe. Et c'est rigolo, c'est arrivé 2 fois dans ma scolarité en grande section. Et en CE2. Et en CE2, exactement. Mais quand on est en grande section, parce que là, on a 5 ans, c'est de 4 à 5 ans, donc c'est quand même tout petit. Comment ça se passe là? Pourquoi toi? Et tu te souviens, moi j'adore aussi donner les noms de ces professeurs. Tu te souviendrais de nom de cette professeure à l'époque? Alors, celle de CE2, elle s'appelait Madame Rod, ça je m'en souviens très bien. Et, merci Madame Rod. Merci Madame Rod, exactement. Et la grande section de maternelle, compliqué. Non, je m'en souviens plus très bien. Donc là, elle te dit, toi, et donc là, c'est à la fin de l'année, t'as les parents qui sont là, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis en fait, c'était vraiment j'ai ce souvenir-là où elle voulait qu'on soit complètement autonome dans le spectacle. Donc on avait monté une petite pièce de théâtre et une chorale aussi. Et elle voulait qu'on soit autonome et que ça soit pas elle qui dirige la chorale. Et je me souviens très bien, elle me dit, tiens, j'ai besoin de quelqu'un à la fois de dégourdi et capable de fédérer. Et donc, faut croire qu'à l'époque, elle avait décelé ça en moi, de cette capacité. Alors en plus, j'étais plutôt assez timide, mais en même temps aussi, quand il fallait, j'aimais bien aussi défendre ma place. Comme je te disais, moi, j'ai aussi, je me suis bagarrée pour être dans l'équipe de foot de mon école parce qu'il y avait que des garçons et moi, j'avais envie d'y être. Donc, tu vois, j'avais quand même ce côté un peu combatif. Et donc, ils ont décelé ça en moi. Et c'est vrai que j'ai ce souvenir-là d'avoir été devant tous mes camarades, d'avoir été devant tous les
les parents. Et au début, j'avais dit à ma maîtresse, mais comment on fait? Alors, elle me dit, surtout, il faut que, pour que tout le monde chante dans la bonne tonalité, elle m'avait dit, tu chantes le début et puis tu donnes le rythme. Et en fait, elle voulait plutôt dire de donner le tempo. Et donc, je me souviens encore très bien de chanter le début de la chanson pour tous les enfants, toute seule devant tout le monde. Et en même temps, voilà, j'ai eu le cran de le faire. Et je crois que c'est un petit peu ça que j'ai gardé tout au long de ma carrière, parce qu'encore aujourd'hui, même quand tu te retrouves à diriger la Marseillaise au Stade de France devant des milliards de téléspectateurs, faut aussi avoir le cran de faire ça. Mais j'adore en même temps ces défis, et plus il y a de l'enjeu, et plus je m'éclate. Plus t'étais dedans, toi. Exactement. Donc là, très positif, et pour ces deux institutrices, un moment un peu plus compliqué. Là, on est à 15 ans, donc tu joues dans un petit orchestre à Pantin, et là, tu as un jeune à tes yeux à l'époque, tu as 15 ans, chef d'orchestre, et là, tu as envie de partager ta passion, tu as envie de lui dire ce que tu as envie de faire, tu prends ton courage à deux mains, tu es assez timide, tu vas le voir, et tu lui dis ce que tu veux faire. Et là, c'est la douche froide. Oui, il m'a clairement dit, c'est pas du tout un métier qui est fait pour les femmes, donc concentre-toi sur tes études, et si tu veux faire de la musique, tu te concentres sur tes études d'instrument. Et c'est vrai que moi qui venais super enthousiaste et qui avait commencé un peu à partager ça avec d'autres profs, et juste à l'époque je pratiquais la guitare et l'alto, donc les deux profs que j'avais, elles ont été super accueillantes et m'ont dit si c'est ce que tu veux faire, on va s'y mettre dès maintenant, on va préparer 2 femmes. Et ma prof d'alto qui me faisait beaucoup travailler ce qu'on appelle des traits d'orchestre, c'est-à-dire des extraits d'œuvres symphoniques pour que je connaisse bien le répertoire. Ma prof de guitare qui me disait, écoute, un chef d'orchestre, il a besoin de bien comprendre les harmonies, donc elle insistait beaucoup sur ce travail-là. Et donc moi, je m'attendais à ce qu'il partage cet enthousiasme, et c'est vrai que ça a été très dur pour moi, parce que je me dis, en fait, j'ai pris ça comme un déficit de confiance, et j'avais l'impression que j'étais pas assez bonne, et j'étais pas à la hauteur, en fait. Là, le point, merci de le préciser, c'est que souvent, surtout dans ces âges-là, on parle d'adolescence, on voit très souvent, malheureusement, ça arrive que des adolescentes ou des adolescents sont dans des positions compliquées, ça arrive régulièrement, se positionnent difficilement par rapport à ceux qu'ils veulent être ou ceux qu'ils peuvent être. Et à ces moments-là, il y a encore une fois toute personne qui a un minimum d'autorité sur n'importe qui, mais en particulier à cette manière, faisons très très attention. Parce qu'à ce moment-là, toi, il te scie, et je me souviens, je te cite, et tu dis, quand on vient d'où je viens, on est plutôt orienté d'office vers une carrière de coiffeuse, c'est toi qui le dis. Vouloir diriger un orchestre, c'était aussi fou qu'ambitionner d'être cosmonaute ou président de la République. En gros, c'est ce que cette personne t'a renvoyé dans ses yeux quand elle te parlait. T'es gentil, si on coche tout, tu coches rien. En gros, c'est ça sa réponse. Oui, c'est ça. Et puis, après, j'ai beaucoup de respect pour le métier de coiffeuse, et qui est un super métier aussi. C'est juste qu'à l'époque, et je me souviens même à l'école, en fait, on nous amenait pas à rêver, à être ambitieux, à se dire, tiens, c'est faisable, en fait. C'est faisable, voilà. Et j'avais des souvenirs de copains de classe qui ont été orientés très tôt dans des filières professionnelles et autres, alors que, en fait, ils avaient le potentiel, et je pense qu'on a tous le potentiel. Maintenant, il faut parfois rencontrer la bonne personne qui nous donne confiance, qui nous donne envie de nous dépasser. Et en fait, c'est ça que j'avais pas rencontré. Et je me suis dit, mince, pourquoi moi, j'aurais pas le droit aussi? Et j'avais l'impression que c'était aussi lunaire que de devenir justement cosmonaute ou président de la République. Et pourtant, j'avais l'impression que c'était à portée de main. Et quelque part, au fond de moi, j'ai toujours eu ma petite voix qui me disait, mais en fait, Zaya, tu arriveras et tu seras chef d'orchestre. Mais bon, il a fallu passer plusieurs étapes après. Et justement, tu parlais de cette rencontre dans le dernier livre que j'ai écrit qui s'appelle Pause. Oui. Il y a 2 sujets majeurs par rapport à notre discussion aujourd'hui. Le premier chapitre qui s'appelle « Tu ne réussiras pas ». En gros, c'est quand même ce que tu as souvent dû avoir en face de toi en disant c'est pas pour toi, tu ne referas pas, tu ne réussiras pas. Donc là, j'ai une question spécifique là-dessus. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à des petits Zaya ou des jeunes Alexandre à qui on dit régulièrement ça va pas, t'es grand, t'es petit, le genre, l'origine, le quartier, allez, passe à autre chose. Tu leur donnes quoi? Parce que toi, tu avais cette confiance donnée par tes parents, ce qui n'est pas forcément le cas de chacun. De tout le monde, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil, toi, quand ils viennent te voir? Moi, je leur dis, moi, j'ai 2 messages très clairs. C'est, il faut se faire confiance et il faut travailler. Il n'y a pas de sujet. Et je pense que, alors, c'est vrai que c'est peut-être facile comme ça d'entendre ça, mais je pense que moi, j'ai jamais douté que je serais capable, même si on m'a... Alors, je suis quand même passée par des moments où j'ai aussi forcément douté de moi, mais au fond de moi, je me suis toujours dit, Zaya, t'as les ressources, et vraiment de se faire confiance, ça, c'est super important.
Et par contre, il n'y a rien sans rien. Enfin, je veux dire, toi, tu es arrivé là parce que tu as énormément bossé. Bien sûr. Moi, je suis arrivé là où je suis et je pense que toutes les personnes dont on est admiratif, on a vu plein de champions de sport cet été. Il y a plein d'autres personnes dans des domaines très différents. Je pense à Thierry Marx en cuisine, je pense à plein d'autres gens. Enfin, ça a été des gros bosseurs, tu vois. Et moi, je trouve que c'est important de montrer aussi aux jeunes qu'on peut y arriver. Mais par contre, le sens de l'effort, c'est quelque chose qu'il faut cultiver très tôt. Et donc, voilà, si les conseils que je leur dis, c'est que quand on travaille, on a toujours des résultats et on n'est jamais déçu. Et là, on a un moment clé pour toi. Tu es toute jeune et tu décides de créer ton orchestre. Oui. C'est parce que justement, tu sens que la place n'existe pas forcément. Tu vois qu'il y a un besoin, qu'il y a en fait une opportunité de créer quelque chose. Là, c'est Zayar entrepreneuse que je trouve là. Tu as 20 ans et donc c'est le lancement de Divertimento. Tout à fait. Raconte-nous ça. En fait, c'est surtout que tout ça s'est un peu bousculé parce que même si moi j'avais en tête un jour de devenir chef d'orchestre, clairement, je ne pensais pas à 16 ans rencontrer un des plus grands chefs d'orchestre de tous les temps et de commencer à diriger tout de suite. Donc, si tu veux, ça a été cette année entre 16 et 17 ans où j'ai eu cet enseignement qui a été en plus assez intensif pendant 1 an et demi. Et puis, malheureusement, ce chef d'orchestre qui était assez âgé, il nous a quittés. Donc, je me suis retrouvée avec cette expérience-là et puis à me dire, j'avais 18 ans, presque 19 ans. Qu'est-ce que je vais faire de cette expérience-là ? Et j'ai vu que j'ai commencé à taper un peu à la porte de certains orchestres et j'ai vite compris que d'une part j'étais trop jeune et puis qu'en plus j'étais une femme, donc ça serait hyper difficile. Et donc, tu vois, je me suis dit, moi je voulais être chef d'orchestre à tout prix. Donc, j'ai participé à un concours dans un grand festival de musique en Pologne qui distinguait, en fait, c'était un festival de musique et à l'intérieur, il y avait un concours où il distinguait un jeune chef d'orchestre, un jeune soliste et un jeune compositeur. Donc moi, j'y suis allée et puis je me suis présentée en tant que jeune chef d'orchestre et j'ai été repérée. Et donc, comme j'ai gagné la catégorie chef d'orchestre, il y a des programmateurs qui ont commencé à me repérer. Et quand je suis revenue à Paris, j'ai postulé parce que moi, comme tous les jeunes, cherchais aussi à travailler. Et je me suis dit, moi, je veux travailler dans la musique. Je voulais pas aller travailler dans un restaurant ou faire autre chose. Et donc, j'ai commencé à postuler dans des conservatoires et j'ai été prise au conservatoire à Astin et aussi dans un conservatoire parisien et qui était assez sensible au fait que j'ai cette expérience avec ce grand chef d'orchestre. Donc, j'ai pas commencé à diriger des orchestres avec des petits-enfants de 7 ans. J'avais déjà des orchestres avec des jeunes qui étaient assez avancés et qui voulaient même devenir professionnels. Et en fait, ce qui m'a marqué dans cette expérience en tant qu'enseignante, alors j'étais chef d'orchestre, mais j'étais aussi dans la pédagogie, c'est qu'à Stein, j'avais des jeunes qui venaient de Stein, qui avaient, avec toutes les réalités difficiles que l'on connaît de ce territoire-là, qui étaient passionnés de musique, mais qui ne sortaient pas de leur quartier. J'avais des jeunes à Paris qui étaient plutôt d'un milieu social beaucoup plus aisé, pareil, passionnés de musique et qui sortaient pas de leur arrondissement. Et je me dis, mais en fait, là, c'est trop dommage parce que la musique, elle doit, comme ce que je disais tout à l'heure sur le sport, elle doit permettre de faire se rencontrer des gens qui se seraient jamais rencontrés dans un autre moment. Et c'est surtout que moi, j'étais frustrée d'avoir ces invitations de ces directeurs de festivals qui m'avaient repéré en Pologne et qui m'invitaient à venir diriger dans leur festival, mais il fallait venir avec son orchestre. Mais moi, j'avais pas d'orchestre, tu vois. Et donc, je me suis dit, je vais en créer un pour l'occasion. Et donc, j'ai commencé à demander à ma sœur Fetouma, avec d'autres copains qui étaient des jeunes professionnels comme moi, qui débutaient leur carrière en leur disant venez m'aider dans ce projet. J'ai sélectionné aussi les meilleurs élèves de Stein, les meilleurs élèves de Paris. Et c'est comme ça qu'est née l'aventure Divertimento. C'était pour répondre à ces premières invitations. En fait. Et puis, petit à petit, je me suis dit, tiens, c'est un projet qui a du sens et qui s'est développé. Alors, le Divertimento d'aujourd'hui, qui fait la clôture des Jeux, ça s'est pas monté en une journée. Ça a pris 25 ans. Mais t'en as quelques-uns qui étaient là au début, qui sont encore là aujourd'hui ? Oui, j'en ai quelques-uns, bien sûr. Alors, il y en a certains qui sont là depuis 25 ans, d'autres depuis 20 ans, d'autres depuis 15 ans. Mais je pense que c'est aussi la fidélité à ce projet qui fait aussi notre force. C'est quoi le profil moyen, on va dire moyen, pas dans le sens moyen, mais le profil idéal si on devait, le musicien. L'orchestre tel qu'il est aujourd'hui, l'orchestre Divertimento, il s'est professionnalisé au bout de, entre guillemets, 6-7 ans d'existence, parce que au départ, comme je te disais, c'était des étudiants, beaucoup qui étaient dans cet orchestre-là. Et en fait, j'ai été nommée directrice du conservatoire de Stein, parce que pour moi, la pédagogie, elle était vraiment importante dans ma carrière au début. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et en fait, en étant nommée directrice du conservatoire de Stein, moi j'ai vraiment présenté un projet pour ce conservatoire-là autour de la pratique collective, parce que je trouvais que c'était ça qui était vraiment important, de fédérer des jeunes autour d'une pratique collective.
Et donc, le maire d'Ostend m'a proposé à l'époque de pouvoir installer l'orchestre Divertimento en résidence. Et je dois dire que ça a été un sacré tournant. Tu vois, tout à l'heure, tu me demandais des rencontres marquantes. Bah, celle-là, elle en fait partie de ce maire à l'époque. Il s'appelait Michel Baumal, d'une ville populaire de Seine-Saint-Denis, 30 000 habitants, tu vois, qui fait partie des villes quand même qui ont des réalités assez difficiles, et qui m'a proposé d'installer en résidence cet orchestre. Et je me dis, bah, si je veux garder le discours autour de l'excellence, bah, je ne peux pas avoir un orchestre avec la moitié des étudiants. Donc j'ai décidé de complètement le professionnaliser et conjointement de créer cette académie parce que je voulais qu'on continue à former des jeunes musiciens. Et donc depuis ce moment-là, bah, moi, le profil de musicien que je recherchais, c'était des musiciens qui étaient très bons dans leur domaine, mais moi, je savais que la musique telle qu'on la voit parfois et qu'on la voyait surtout à l'époque à la salle Pleyel ou au Théâtre des Champs avec, tu vois, que des personnes âgées qui venaient que de certains quartiers parisiens. Moi, c'était pas du tout ça que je voulais. Et je voulais des musiciens qui soient convaincus que c'est hyper important de jouer à Stein, de jouer en milieu rural, de jouer en milieu carcéral et qui ne ferait pas de différence entre un concert à la Philharmonie de Paris et un concert à Stein. Et donc, j'ai commencé à recruter des musiciens qui soient conscients de ça et aussi qui soient conscients que pour pouvoir avoir des... Parce que c'est bien beau de dire, tiens, je vais faire des concerts gratuits, je veux que tout le monde vienne. Mais c'est pas ça qui va te faire venir les gens. Et donc, ben, nous, on a mené beaucoup d'actions. Et on a été dans les écoles, les centres sociaux, les maisons de quartier. Je voulais des musiciens engagés. Donc pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, Zaya, tu peux un peu expliquer le modèle économique qui existe, comment tu as réussi à faire grandir cette association, cet orchestre, pour en devenir un qui arrive à jouer devant des centaines et centaines et centaines de millions de personnes à la clôture des Jeux Olympiques. Explique-nous un petit peu. Donc, est-ce que c'est par exemple l'État qui te finance, la région, le département, la mairie ? Créer un orchestre, on s'imagine que c'est que sur la partie artistique, mais bon, il faut déjà trouver les musiciens, et tu le disais tout à l'heure que c'était important, et pour compléter, moi je veux aussi un orchestre qui soit à l'image de notre société d'aujourd'hui, donc avec, en effet, et sur la parité qui pour moi est importante dans l'orchestre, avec des personnes qui ont des origines culturelles aussi très différentes. Donc ça, c'était important, mais il faut créer du coup un projet artistique, mais c'est avant tout un orchestre professionnel, donc c'est une entreprise. Et donc, j'ai commencé à... Alors moi, je voulais pas que ça soit sur le modèle des orchestres permanents où tu as des musiciens qui jouent que dans ton orchestre, parce que moi, je trouve que ça change le rapport au métier. Et au contraire, moi, je veux que des musiciens qui sont à Divertimento, ils ont aussi d'autres expériences ailleurs et d'autres qualités à apporter. Et la polyvalence dans notre métier de musicien, elle a souvent été vue comme quelque chose de pas bon. Alors que moi, aujourd'hui, j'en ai fait une force de l'orchestre. Et n'importe quel musicien que tu vas prendre de Divertimento, soit c'est un excellent pédagogue, soit c'est un musicien qui est spécialiste dans le jazz ou dans les musiques du monde, il a une autre qualité à apporter. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'orchestre, il est capable de faire des projets aussi différents que ce qu'on fait et aussi singuliers. Donc ça, c'est la première chose. Et donc... Il faut bien les payer, quoi. Et il faut bien les payer. Alors c'est vrai qu'au départ, et c'est encore parfois un petit peu mon combat, c'est que comme c'est un orchestre qui est professionnel, mais qui est aussi engagé, parce que au début, moi, j'ai installé la résidence de l'orchestre en Seine-Saint-Denis parce que moi-même, j'y ai grandi dans ce territoire et j'ai jamais vu un orchestre professionnel venir y jouer. Donc, j'étais convaincue que l'excellence, la beauté de la musique, elle avait aussi sa place dans ce département. Mais tu sais, quand tu ramènes un orchestre symphonique en banlieue, il y a personne qui vient te voir, à part les publics localement. Les programmateurs, ils viennent pas, les journalistes, ils viennent pas. Donc, ce que tu dis, c'est que deux choses que tu dis là. Un, tu détestes parler de banlieue. Toi, c'est un terme que tu n'aimes pas utiliser. Et deuxièmement, en fait, ce que tu dis, c'est que souvent, cette population-là, ces professions-là, ne traversent pas le périphérique. Pas du tout le périphérique. Et donc, en fait, pendant très longtemps, c'est un orchestre qui a été vu plutôt sous son angle social, sociétal, voire même, pensez pas que c'est un vrai orchestre professionnel. Et tu vois, dans ce cas-là, tu avais le financement. Dans ce cas-là, tu avais du financement. Alors du plutôt, département, de la région, de la mairie. Un petit peu du département, beaucoup des collectivités locales. On parle de mairie, quoi. Des mairies, voilà, tout à fait, mairies, départements, régions, mais à chaque fois sur des petites dotations. Il faut avoir en tête qu'un orchestre professionnel aujourd'hui, si on prend le modèle des orchestres permanents, c'est plusieurs millions d'euros. Et en règle générale, si on part sur un budget de 10 millions d'euros, tu vas avoir la moitié de la ville dans laquelle ça a installé et l'autre moitié de l'État. Bon, moi, j'ai jamais eu des montants comme cela, et loin de là, donc j'ai vu que ça serait très vite, ça serait difficile, et on m'a surtout donner des montants qui étaient ceux que tu donnes à une association pour faire de l'aide aux devoirs ou pour faire, tu vois, un impact qui a un impact social, ce qui est super, mais des montants qui sont tellement petits qu'en fait, il a fallu un peu trouver un modèle économique qui est propre au nôtre et qui va associer l'argent que nous, on va récolter des concerts
mais aussi du coup les projets d'action, tous les dispositifs, les programmes éducatifs, pédagogiques que nous on porte. Et donc à chaque fois c'est plein de petites sommes de nos concerts, justement des mairies, départements. Et puis surtout après derrière il a fallu aller chercher les entreprises, le mécénat, parce que en fait c'était pas du tout suffisant pour développer. Et donc, j'ai été voir des entreprises en leur disant, voilà, nous, on a un orchestre, voilà nos valeurs, nous, on a envie de vous associer à la réussite de ce projet. Et donc, je dois dire qu'encore aujourd'hui, la recherche de financement, ça fait partie, j'allais dire, parfois, je passe même plus de temps à ça qu'à faire de la musique. Je suppose que c'est pas ce qui t'enchante le plus de faire ça. On parle de ville, ça va me permettre de laisser quelqu'un que j'aime beaucoup, et je sais que tu l'aimes aussi beaucoup, qui est un des vraiment grand entrepreneur social français, de te poser une question qui aura un rapport justement avec ta ville où tu as grandi et le rapport de ces villes avec justement ce qui donne et ce qui peut permettre à ces citoyennes et ces citoyens qui grandissent dans ces villes. On écoute notre ami Saïd Amouche. Bonjour Zaya, je sais que tu as grandi à Pantin et je voulais savoir dans quelle mesure la politique culturelle de la ville de Pantin avait eu une incidence dans ta trajectoire aujourd'hui de professionnel de la musique. Est-ce que ça a aidé? Est-ce que ça a accéléré? Est-ce que ça a été la petite graine? Et comment ça s'est mis en place? C'est très intéressant de découvrir le lien qu'il peut y avoir entre des engagements d'une municipalité et l'impact que ça peut avoir sur ses citoyens. Merci. Donc, Saïd Amouche, tu peux nous dire un mot si tu veux, président fondateur de cette organisation sociale Mosaïque RH. Mosaïque, tout à fait. Voilà, un de ceux qui passent sa vie, leur vie à s'occuper des autres. Donc, voilà. Tout à fait, puis à bouger les lignes. Donc, merci beaucoup Saïd, je suis hyper contente de t'entendre. Et on s'est rencontrés au Conseil présidentiel des villes, qui est un conseil qui avait été mis en place il y a quelques années maintenant pour justement que des personnes dans des domaines très différents et qui agissent concrètement sur le terrain, comme Saïd dans son domaine ou moi dans le mien, on puisse aussi faire remonter les besoins qui s'expriment sur les territoires et puis pour essayer de faire évoluer les politiques publiques en France. Alors parfois on réussit, parfois un petit peu moins parce que on sait qu'on est dans un pays qui a beaucoup de force et qui a parfois aussi du mal à faire changer les choses. Et en fait, moi je suis sensible à ce que Saïd fait dans son domaine. Et c'est vrai que par rapport à sa question, moi, clairement, je suis un résultat aussi de ce que peut offrir notre belle République. Voilà, aussi de plus beau, parce que moi, j'ai grandi, j'ai été à l'école publique tout au long de ma scolarité. Et à Pantin, à l'époque, c'est vrai que moi, j'ai pu aller au conservatoire parce qu'à l'époque, il y a eu les politiques de quotient familial. Et donc, moi, j'ai été sensible à ça parce que j'ai eu accès à un conservatoire qui était un conservatoire de grande qualité, avec des professeurs de grande qualité, alors qu'on n'avait pas beaucoup d'argent à la maison, on nous a prêté des instruments. Après, mes parents ont beaucoup travaillé pour nous offrir nos instruments à ma sœur et à moi, mais ça m'a en effet pas mal influé sur... en tout cas, ça m'a beaucoup inspiré. Et aujourd'hui, moi avec l'académie que j'ai créée, je veux aussi que les jeunes, peu importe les quartiers d'où ils viennent, ils puissent venir à l'académie et avoir accès à l'excellence. Et que ça soit pas pour des raisons d'argent, tu vois, que ça soit pas un frein. Et donc, et en fait, ce qui m'a un petit peu aussi inspiré quelque part, c'est que je me suis dit, on a le droit à un enseignement de qualité, mais pourquoi on n'aurait pas aussi des concerts de qualité sur ce territoire-là? Alors, il y avait des super concerts qui étaient faits par les profs, mais ça restait quand même dans une proportion artisanale et vraiment. Et donc, moi, ce qui m'a marqué, c'était de me dire, j'ai le droit à un enseignement de qualité, mais j'ai pas le droit à de l'art de qualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis présente pour la clôture des Jeux, je suis présente à la Philharmonie de Paris, je vais en tourner partout dans le monde, mais je veux qu'on soit présent aussi dans des territoires où les habitants ont le droit aussi d'avoir accès au beau et à l'excellence. Voilà. Avant d'écouter notre dernière pause amicale, pour les gens qui veulent en savoir plus sur Zaya, il y a deux manières, puisque tu fais partie de ces gens, c'est assez rare, qui ont eu un film, qui ont retracé une partie de ta vie. Ce film s'appelle Divertimento. C'est simple, voilà. Donc il a été porté là-dessus. Et puis il y a un livre aussi, et je tournais la tête parce que je l'ai mis sur notre mur. Et d'ailleurs, c'est la chef d'orchestre. Oui. Tout à l'heure, je disais 2 FE, c'est pour ça que je le regardais. C'est bien la chef, mais il n'y a pas 2 FE. Donc, tu as décidé que ça soit la chef ou le chef, il y avait qu'un F. Oui, alors en fait, je ne te cache pas qu'à l'époque, quand j'ai écrit ce livre, c'était en 2010, ça fait un petit moment, en fait, je ne me posais pas du tout la question. Et c'est vrai que, féminiser les noms, moi, je trouve que c'est important parce que ça permet quand même de
légitimer aussi la chose. Mais en fait, pour moi, le combat, il était tellement ailleurs que je me dis, le jour où on se posera juste la question de l'orthographe, c'est qu'on aura fait déjà avancer le sujet, tu vois. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, je l'écrivais pas encore 2 FE, alors que maintenant, je le fais. Tu l'écris 2 FE. Maintenant, je l'écris 2 FE, parce que, voilà, je voulais montrer que, un chef d'orchestre, ça pouvait être une femme, ça pouvait être une chef d'orchestre. Voilà. Donc, on va écouter cette nouvelle pause amicale, qui va être une pause familiale. D'accord. Bonjour Zaya, j'espère que tu vas bien. Tu reconnais. Voilà, alors j'ai une question pour toi. Je voulais savoir si tu avais en tête une thématique maintenant sur laquelle on pourrait travailler avec les musiciens de l'orchestre Divertimento et puis aussi les jeunes de notre académie, puisque c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup travaillé sur le lien entre le sport et la musique, les valeurs qu'il y a en commun. Voilà, bonne journée. Alors, c'est ma sœur Fetouma. Alors, c'est vrai que c'est toujours assez déroutant, parce que comme on a une voix qui se ressemble beaucoup, donc j'ai l'impression parfois de m'entendre. Et merci beaucoup Fetouma d'avoir posé la question. Alors en fait, c'est chouette qu'elle ait posé cette question-là, parce que moi j'ai toujours voulu faire mon métier. Si tu veux, ça fait partie de mon métier de transmettre la musique et de transmettre notre histoire et ce patrimoine musical, et donc continuer à jouer Saint-Saëns, Beethoven, Tchaïkovski ou d'autres compositeurs encore. Mais moi, ce que je veux avant tout, c'est que la musique, en fait, qu'elle soit toujours en lien avec les sujets qui nous concernent aujourd'hui. Alors forcément, musique et sport, et tout à l'heure mon frère aussi m'en a parlé, et on en parle souvent ensemble, parce moi je me suis servi évidemment du lien qu'il y avait entre les deux, mais aussi de toutes les belles valeurs et les valeurs de l'olympisme, tu vois, sur la solidarité, l'excellence, le respect, et je trouve que c'est des choses qu'on doit pouvoir aussi interroger, nous, en musique. Et moi, quand je fais un programme, je fais jamais un programme juste parce que c'est beau. Je trouve qu'on doit y donner du sens. Et donc, c'est autour des valeurs de l'olympisme et du sport que ça m'a inspiré ces dernières années. Et figure-toi que bien avant qu'on ait cet épisode autour de la dissolution de l'Assemblée, j'ai commencé à construire la suite de la saison de l'orchestre et des saisons de l'orchestre autour de la musique et de la citoyenneté. Parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, on doit aussi interroger le sujet de l'inclusion, de l'égalité entre les femmes et les hommes, justement de la diversité au sens large, de la rencontre avec l'autre. On a beaucoup interrogé ça en France aujourd'hui. On a vu la montée du Rassemblement national, beaucoup de choses liées à l'accueil des migrants en France, des conflits qu'il y a dans notre monde. Et je trouve que parfois, alors même si dans le domaine artistique, peut-être qu'on pourrait se dire, ouais, on est un peu dans le monde des bisounours. Non, on doit aussi interroger ce rapport avec l'autre, avec d'autres cultures. Et donc voilà. Donc là, je suis en train de travailler pour que les 3 prochaines saisons de l'orchestre, on interroge tous ces sujets-là. Et il y a plein de belles musiques qui existent aujourd'hui, qui mettent en valeur notre lien avec la nature, l'écologie, l'inclusion dont je parlais. Et tu vois, par exemple, le dernier concert que j'ai fait à la Philharmonie de Paris, c'était pendant les Jeux paralympiques. Et donc, je me suis dit, mais si c'est pas à ce moment-là qu'on interroge, et c'est vrai qu'on a beaucoup été bousculés, le fait d'avoir accueilli les Jeux paralympiques, sur notre positionnement, sur l'inclusion, sur le handicap, tout ce qu'on doit faire pour progresser tous ensemble. Et moi, j'ai aussi beaucoup travaillé ça. Et dans ce programme, on avait, par exemple, toute une partie de chorégraphie en langue des signes. Moi, j'avais envie que le public, il se rende compte aussi ce que c'est, par exemple, de vivre et de rencontrer la musique dans le noir. Donc, on a une partie du spectacle qui était complètement dans le noir. Et on a fait tout un travail aujourd'hui avec l'Institut national des jeunes aveugles. Et on avait des aveugles dans l'orchestre. Justement, c'est une question pour toi, justement. On parle d'inclusion. L'inclusion, c'est d'arriver à mettre ces personnes qui sont en situation de handicap au centre, pas de l'attention, mais au centre de l'activité, au quotidien. Toi, justement, dans ton orchestre, aujourd'hui, tu me parles, merci de préciser, tu avais des artistes, des musiciens aveugles. Est-ce que tu penses que dans le futur, tu auras toujours des musiciens en situation de handicap ? Oui, et en fait, je dois dire que tu vois... Quand tout va bien, tu te poses pas trop de questions. Et c'est vrai que moi, c'est ça que je trouve aussi la force de ces Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Et on a beaucoup travaillé là-dessus ensemble dans notre comité sport et société. C'était de voir comment ça allait avoir un impact dans notre société après. Et moi, je dois dire que ça m'a un peu bousculé. Ça m'a un peu même mis un petit coup de pied aux fesses parce que je m'étais jamais trop posé la question. Alors, on avait plutôt travaillé sur l'accueil des personnes en situation de handicap. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont du talent, que ça soit des sportifs, des danseurs, des musiciens qui sont en situation de handicap. Mais en fait, nous, on est tellement quelque part dans nos habitudes. Donc, en fait, on fait la musique d'une certaine façon. Et moi, je me suis toujours dit une chose, c'est que
il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la musique. Et parfois, on a un fonctionnement qui nous amène à rentrer dans telle code, case, dans telle case. Comment, parce que tu me parlais de ces musiciens aveugles, j'essaie de voir ça. Comment tu vas le diriger ou la diriger, cette musicienne, ce musicien aveugle? Parce qu'en fait, alors là, c'était clairement dans ce programme, c'était un programme... si vous êtes tout le monde dans le noir, c'est... Oui. Ouais. Alors oui, ça nous amène à travailler différemment. Alors là, c'était un programme qui était un spectacle qui était participatif, donc principalement c'était l'orchestre Divertimento et les danseurs de la compagnie Kefik de Mourad Merzouki, mais on a aussi souhaité inviter des personnes à chanter dans un chœur pour jouer avec nous, pour chanter avec nous, et aussi dans notre académie. Et donc, on apprend différemment, tu vois, par exemple, pour jouer dans le noir, moi j'ai demandé à mes musiciens, ils ont appris par cœur, et on a appris à travailler aussi différemment. Et donc, tu ne sers plus à grand-chose, en fait. Moi, je ne sers plus à grand-chose, mais justement, je les ai guidés pour qu'on apprenne tous ensemble à avoir d'autres façons de travailler ensemble. Et puis, les jeunes aveugles qui ont intégré notre académie, on a travaillé ensemble et beaucoup sur oralement, et puis arriver à sentir les choses. Tu vois, quand tu fais un ralenti à la fin d'un morceau, le musicien, il va me regarder parce qu'avec mes gestes, je vais faire le ralenti. Mais quand la personne a un déficient visuel, il ne te voit pas. Et donc, en fait, on a appris à communiquer et à sentir, en fait, à avoir ce feeling qui fasse que, à la fin, quand on va ralentir, en fait, ils ont les antennes grandes ouvertes et ils sentent à quel moment on va ralentir. Et j'ai envie de dire, ça nous a sorti de notre zone de confort. Et je dois dire que même pour les musiciens de l'académie, les jeunes musiciens qui sont valides, ils ont développé beaucoup d'autres choses pour pouvoir être beaucoup plus à l'écoute. Et c'est ça qui est le plus difficile dans un orchestre, c'est d'être toujours à l'écoute. Et même les musiciens professionnels. Et moi, j'ai été tellement fascinée par cette expérience que j'ai forcément envie de la continuer. Et je me dis que ça fait partie des sujets. Il ne faut pas que ça reste sans lendemain. Il faut qu'on continue à travailler. Message passé, message important qui est porté par justement ces Jeux paralympiques, si on se concentre là-dessus, c'est que ça ne doit pas être juste une magnifique période sans lendemain. Ça a permis de faire voir à beaucoup de gens, beaucoup de Françaises et de Français, mais beaucoup de gens dans le monde, ces différences, ces personnes en situation de handicap. Les gens les ont applaudis, les ont chéris. Il faut surtout que ça continue, que ça soit plus accessible, que tout endroit soit plus accessible pour les personnes en situation de handicap, que les clubs sportifs soient ouverts, que les clubs artistiques, que les clubs de musique soient aussi de plus en plus ouverts pour justement ces gens qui sont très très nombreux, parce que là, évidemment, les chiffres ont été partagés. Très marquant, bien sûr. Donc c'est génial de t'entendre. On termine, on est malheureusement, on parle, et c'est génial de pouvoir t'entendre. Et on va terminer avec à la fin de mon livre, Pause, on parle, là on a la chance d'avoir, toi tu as évidemment la petite mascotte, paralympique. Et on le sait que sur la mascotte des Paralympiques, on a justement la jambe qui est reconnue pour justement ces athlètes du parathlétisme, cette spatule, on va la mettre là, elle va suivre la fin de notre moment ensemble. Dans ce livre Pause, en fait, à la fin, ce livre qui parle d'alignement et de vulnérabilité, on en a parlé quand même pas mal ensemble aujourd'hui, de ces moments de c'est pas possible, ça va pas le faire. Et à la fin, j'ai mis quelques exercices et je vais te poser quelques questions dans ces exercices, les 10 exercices qui alignent une vie. C'est comme ça que je les appelle. D'accord. Toi, quelqu'un d'autre, proche de toi, qui avait des limites importantes, qui a réussi à les contourner. Tu pourrais nous donner un autre exemple? D'autres exemples? Ouais, une autre Zaya, qui tu dis, voilà, ses limites, et il a réussi à les contourner à quelqu'un, tu dis, ouais, je suis fier de ce que cette personne a réussi à faire. Moi, je suis très fier de ma sœur, Fetouma, qu'on a entendu. Voilà, qu'on a entendu, parce qu'elle a aussi contourné des grosses difficultés, et c'est vrai que d'arriver à son niveau d'excellence à l'instrument, c'était quelque chose de difficile, donc moi, je suis aussi très admirateur de ce qu'elle fait. Ça va bien. Non, mais ça va déjà. Une question, parce t'as le sourire, tout ce qu'on raconte ici, c'est à chaque fois, t'as réussi à rebondir, à passer. Est-ce que tu peux comme nous donner un moment très difficile que tu as eu dans ton existence? Oui. Et dont tu as réussi à faire quelque chose. Tu vois, c'est le verre à moitié plein. Un truc qui a été vraiment très dur, c'est pas toi, le fait des années essayer d'avoir un enfant et de lutter. C'est quoi le truc pour toi qui a été très très dur? Tu peux partager avec nous? Oui, bien sûr. En fait, je dois dire que souvent, alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément, des fois on dit que dans les pays anglo-saxons, l'échec, ça fait partie plutôt des bonnes expériences. Et moi, j'ai envie de dire, c'est à chaque fois que je me suis retrouvée dans des situations très difficiles que le meilleur est arrivé derrière.
Et que ça m'a amené surtout à me bousculer, à me dire, Zaya, il faut prendre des risques. Et je trouve qu'on est dans une société aujourd'hui, en tout cas dans la musique, où on ne prend pas assez de risques. Et je dois dire qu'il y a peut-être deux moments, mais le premier, c'est que dans ce moment-là où je venais de finir les études avec Chélie Bidac, je voulais être chef d'orchestre et je voyais que c'était dur. J'ai passé des concours de musique que j'ai pas réussi. Et donc, j'étais carrément, à un moment donné, je suis passée devant un centre de recrutement de l'armée de terre et je suis rentrée et on m'a dit « Ah, mais Zaya, avec vos compétences, faut que vous passiez Saint-Cyr ». Donc, j'avais commencé à me préparer pour passer Saint-Cyr. Et en fait, j'ai fait... et j'avais ce fameux concours en Pologne quelques semaines après. Et j'y suis allée quand même parce que je me dis, tiens, je me suis inscrite, je vais le faire. Et après ça, je me dis quand même, la musique, ça vaut le coup. Et si tu veux, j'ai rebondi parce que je me suis dit, bah tiens, peut-être que, tu vois, j'avais raté plusieurs concours, j'avais été face à des refus où on me disait non, Zaya. Et puis, tu sais, même pour diriger les jeux, j'ai entendu des gens dire, non, mais Zaya, pas les épaules pour ça, il faut avoir du cran, il faut avoir du talent. Tu as des gens qui te remettent en question tout le temps. Et donc, à cette époque-là, c'est vrai que ça a été une épreuve très difficile. Et tout comme un autre moment avec Divertimento, où avant que ça devienne une vraie institution, c'était un orchestre où on travaillait... On était rattaché au conservatoire on était rattaché à un conservatoire à Paris, pardon. Et le directeur de ce conservatoire, clairement, il voulait s'emparer de cet orchestre. Et donc, je me suis dit, Zaya, il faut se lancer dans le vide. Et donc, ça a été des moments très difficiles pour moi, et en même temps qui, derrière, m'ont amené à me pousser dans mes retranchements et à ensuite créer ce qu'il y avait de plus beau et de plus fort dans ma carrière. Donc, j'ai envie de dire que les moments les plus durs ont été les moments les plus bénéfiques par ailleurs. Zaya, aujourd'hui, une pause, toi qui en fais peu, quel endroit en France, en Algérie, sur la planète où tu dis c'est cet endroit-là où j'aime faire une pause. Il est où cet endroit pour toi ? Écoute, alors j'aimerais bien faire plusieurs pauses, ça me ferait du bien d'ailleurs. Mais oui, en Algérie, c'est vrai que c'est un pays que j'aimerais bien encore mieux connaître, tu vois. Et puis, non, j'aimerais bien aller voyager en Amérique du Sud, les États-Unis, j'adore, New York, j'adore aussi, parce que franchement, culturellement, c'est un endroit où il y a plein de dingue. Voilà, tu t'inspires beaucoup. Et j'ai emmené ma fille plusieurs fois. Donc, et tu vois, tout à l'heure, c'est marrant, tu disais. C'est pas forcément là, on fait une pause quand même. New York, non, alors c'est vrai que tu fais pas une pause, mais tu fais une pause artistique dans le sens où t'en prends en plein. Voilà, plein les idées, plein les oreilles, plein les yeux. Et tout à l'heure, tu disais, dans la liste, je crois que j'aimerais bien passer un peu de temps dans cette ville, parce que c'est une ville qui m'inspire beaucoup en termes de... Vivre un peu ou vivre un peu, oui. Après, pas du tout m'y installer. Et je pense que moi, je trouve beaucoup de sens à faire ce que je fais en France. Mais mon académie, et ça faisait partie peut-être des derniers éléments de la liste dont tu me parlais tout à l'heure, moi, aujourd'hui, c'est une académie dont je suis très fière parce qu'on forme beaucoup de jeunes partout en France. Et j'aimerais bien la développer en Afrique parce que j'ai beaucoup d'attaches, évidemment, en Afrique du Nord. Et je sais que c'est aussi un continent qui est en plein développement, qui est super dynamique, super riche. Il y a beaucoup de jeunesse. Et cette jeunesse aussi, tu vois, elle a un potentiel de dingue. Et je sais que... il y a des clubs sportifs qui essayent aussi d'aller repérer des talents. Moi, j'ai aussi envie d'aller... contribuer au développement des talents dans la musique. Et je crois que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, c'est développer cette académie, particulièrement sur le continent africain. En plus de Paris, on te voit en Algérie, on te voit sur tout le continent africain et on te voit à New York aussi. Voilà, exactement. Si tu sais que toutes les semaines, on reçoit quelqu'un que j'aime beaucoup, qui vient nous raconter, comme tu l'as fait, ton histoire, tes très hauts, tes petits bas, tes moments compliqués, tes rencontres. Oui. Qui tu nous conseillerais d'inviter? Quelqu'un que tu aimes beaucoup, quelqu'un même que tu connais pas et tu dis j'aimerais en savoir plus sur son parcours. Qui t'aimerais écouter sur pause? Alors, écoute, j'ai envie de te citer des gens différents. Alors moi, je trouve que... Je sais pas si tu as déjà accueilli Thierry Marx, le cuisinier. On a eu Thierry Marx. Oui, tu l'as eu, je crois, déjà. Et en fait, je trouve que c'est marrant les cuisiniers, on a eu Alain Ducasse aussi, on a eu Hélène Darroze. Les cuisiniers sont incroyables. Thierry, ils sont... mais Thierry, je trouve qu'on a un peu un parcours qui se ressemble quand même pas mal. Et puis c'est quelqu'un qui est plein d'humilité. Lui, il a vraiment fait militaire. Tu sais que toi, tu t'es arrêté. Écoutez aussi, pour ceux qui n'ont pas écouté Thierry Marx, écoutez-le sur lui, il a vraiment fait militaire. Et puis c'était un sportif aussi de haut niveau, judoka. Donc, du coup, toi, c'était la natation, on n'en a pas parlé. Oui, exactement. Toi, tu es fan de natation. Natation, exactement. Natation. Alors, qui d'autre à part Thierry? Écoute... Tu vois quelqu'un d'autre? Oui, bien sûr. Enfin, je vois, il y a pas mal de gens que j'aimerais, il faut choisir les noms. Mais après, tu vois, il y a une dame que j'aimerais bien que tu rencontres un jour. Elle est un peu plus confidentielle, mais c'est une dame qui s'appelle Christine Dermer et qui a fait partie des premières personnes qui m'ont repéré, qui m'ont fait confiance. Et c'est une dame qui a développé la clinique de l'Estrée à Stein, qui était pédiatre. Et tu vois, qui a développé, maintenant, c'est devenu quelque part un peu un empire dans des cliniques privées, mais en même temps très accessible.
Et tu vois, c'est cette dame qui, de rien, crée en fait une clinique qui a choisi de s'installer à Pierrefitte-Stein dans des territoires où justement il y avait des besoins en termes de santé et qui nous a fait confiance. Et tu vois, ça fait partie de ces gens qui sont un peu dans l'ombre. Et il y a plein de gens comme ça. Tout à l'heure, tu parlais des gens qui sont vers les autres, dans des enseignants, des profs de musique. Et tu vois, et puis même ma sœur Fetouma, un jour je te conseille de la recevoir parce que tu verras, elle a plein de choses aussi à raconter de très fort. Comme ça, on a des invités pour le reste de l'année. Exactement, voilà. Et voilà, et cette médecin qui a fait aussi un beau projet sur Stein, et on a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Évidemment, tu as tellement raison. Une question pour les gens qui aiment ton parcours, qui s'imaginent en disant, moi aussi, j'ai besoin de savoir comment tu as fait à ce moment-là. Ceux qui ont envie, des artistes, des musiciennes, des musiciens qui se disent, tiens, je pourrais peut-être rentrer dans ton orchestre. Comment ils font pour te contacter? Est-ce qu'il y a une manière de faire? Est-ce que c'est des réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un email? Comment ils font pour te contacter? Oui, alors c'est vrai que je rencontre beaucoup de gens et beaucoup de gens ont envie de venir partager un moment avec moi. Donc, déjà, les concerts, c'est des excellents moments. Et moi, je passe du temps avec le public après les concerts parce que moi, j'aime pas ce métier où j'aimerais pas en tout cas faire ce métier où tu montes sur scène, tu rentres chez toi. Non, moi j'aime être dans le contact avec les gens. Donc les concerts, c'est des bons moments. Après, évidemment, je peux pas avoir tout le monde et on peut pas passer beaucoup de temps ensemble, mais c'est vrai que sur le site internet de l'orchestre, il faut pas hésiter. Voilà. Après, moi je reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Je dois dire que j'ai pas forcément toujours le temps d'y prêter autant d'attention que je souhaiterais. Donc voilà, donc sur le site internet de l'orchestre, il y a les contacts. On peut nous contacter par téléphone, sur le site internet, il y a des mails. Et donc ça, il faut pas hésiter. Et aujourd'hui, j'essaie aussi de créer des moments, que ce soit sur le web ou que ce soit en physique. Et des fois, des partenaires qui sont sympas et qui nous disent, tiens, qui me proposent dans Paris de nous prêter un lieu. Et justement, pour permettre à des publics ou des personnes des rencontres. Et moi, j'adore ces moments-là. Zaya, oui. Merci pour ton temps aujourd'hui. Merci de ton invitation, j'ai été ravie. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.